Lundi 16 janvier, Denis Philippe, président de la Chambre régionale des entreprises de l'économie sociale et solidaire de Provence-Alpes-Côte d'Azur, présentait ses vœux à la presse. L'occasion pour les citoyens de notre région de mieux connaître cette instance régionale. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Madame. Pour la plupart des citoyens, le rôle de la Chambre régionale des entreprises de l'ESS est encore assez flou. Pourriez-vous nous résumer quelles sont les missions et les perspectives pour 2023 ? La volonté de rassembler encore mieux et de mieux servir nos entreprises de l'économie sociale et solidaire. Elles sont un peu plus de 17 000 dans cette région. C'est une réalité économique qu'on connaît mal parfois, vous avez raison. Et si je voulais expliquer ce qu'est l'économie sociale et solidaire, ce sont les mutuelles santé, mutuelles d'assurance, ce sont les coopératives, ce sont les associations, les fondations. Et depuis 2014, date de la reconnaissance officielle et légale de l'économie sociale et solidaire. C'est d'ailleurs assez surprenant de constater qu'avant 2014, il n'y avait rien. Il y avait l'économie sociale, il y avait bien les entreprises, mais légalement, elles n'étaient pas reconnues. Il n'y a pas de loi. Il n'y avait pas de loi. Et depuis donc, avec cette loi de 2014, également les entreprises classiques, capitalistiques, qui souhaitent s'engager dans l'ESS et qui sollicitent un agrément d'utilité sociale et solidaire. Eh bien, tout ça, c'est l'ESS. On comprend mieux les enjeux stratégiques. À l'augmentation du prix des matières premières s'ajoute la crise de l'énergie. Certaines entreprises, comme les boulangeries solidaires Boussole, se retrouvent en difficulté. Quelles sont leurs marges de manœuvre ? Elles sont dans les mêmes difficultés, je dirais, que les autres boulangeries. Mais vous avez vu dans la présentation qui a été faite, qui est faite par cette boulangerie, elle a un fonctionnement un peu particulier. D'abord, c'est une boulangerie coopérative. Elle permet à des personnes de se réinsérer également. Elle a une politique d'insertion. Elle s'adresse également aux collectivités, aux crèches, aux hôpitaux, aux universités, avec la démarche et la volonté de produire un pain qui soit un pain bio. Donc déjà, ça fait un certain nombre de contraintes. Et bien évidemment, cette boulangerie, comme les autres, la hausse des matières premières, le prix de l'énergie, elle y est confrontée, elle a à y faire face et elle est confrontée aux mêmes difficultés. Elle résistera, cette entreprise. Dans l'économie sociale et solidaire, nous avons la chance d'avoir une capacité de résilience très très forte. Pour autant, c'était bien et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité ce matin qu'elle témoigne, parce que ça donne un exemple précis de la réalité de ce qu'est une entreprise de l'ESS et des difficultés qu'elle peut rencontrer. Il faut souhaiter en effet que les choses s'arrangent en cette année 2023. Alors par le passé, certains établissements de soins ont connu des difficultés à l'image de la clinique de Bonneveine, menacée de fermeture en 2011. Quelle est sa situation du fait du contexte actuel ? Alors vous l'avez vu, c'est ce qu'a dit le directeur, la situation de développement de la clinique Bonneveine est bonne. C'est-à-dire qu'ils ont des projets, ils veulent améliorer leur approche, la qualité des soins vis-à-vis des personnes en situation de handicap. Je dirais que la politique interne, l'organisation même, l'action de la clinique est bonne. Par contre, les difficultés, c'est les mêmes que rencontrent les autres acteurs hospitaliers ou de santé. C'est-à-dire la difficulté à trouver des professionnels qui sont un peu démotivés. Vous avez vu, il a donné un exemple ce matin d'une infirmière qui a complètement changé de métier pour devenir une esthéticienne. C'est quand même assez surprenant quand on sait l'engagement des personnels de santé. Et souvent, on le voit, les gens qui s'orientent quand on devient médecin ou infirmier, on le fait par choix bien évidemment, mais il y a une grande partie. Il y a une vocation derrière. Quand ces gens-là sont fatigués, démoralisés, ne retrouvent plus le sens, je pense qu'on a des questions à se poser, et c'est ce qu'est venu souligner le directeur de la clinique Bonneveine. Tout à fait. Alors, quelles sont les autres entreprises de l'ESS en difficulté en ce moment ? Y en a-t-il beaucoup ? Je veux dire, toutes les entreprises qui font face à l'augmentation des matières premières, donc on pourrait dire quasiment toutes les entreprises. On est un peu comme nous, tous les particuliers, quand on voit sa facture de gaz et d'électricité augmenter, quand on va faire le plein à la pompe, on commence à s'inquiéter, surtout qu'on nous dit qu'au mois de mars, on pourrait assister à une nouvelle augmentation importante. Elles sont confrontées, nos entreprises, au même problème que toutes les autres entreprises. C'est pour ça que quand on avait la volonté de faire un traitement différencié de l'économie sociale et solidaire par rapport aux autres acteurs économiques, on faisait certainement une erreur parce que la réalité de l'économie sociale et solidaire, ce sont les entreprises, et nos entreprises rencontrent bien les mêmes difficultés que les autres entreprises. Donc reconnaissons-les pour ce qu'elles sont sur ce territoire régional, et on attend beaucoup de l'État pour ça. J'espère que votre message va passer. Avec le budget 100% climat de la région Sud, l'une de vos priorités est aussi de faire des entreprises de l'ESS des piliers de la transition écologique.
Bien sûr, parce qu'on a beaucoup d'acteurs qui sont sur ces champs-là. Moi, je me réjouis de l'action volontaire qu'a la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et je me dois de dire, parce qu'il faut savoir, on peut des fois être mécontent et le dire, et on peut avoir des éléments de satisfaction. J'ai des éléments de satisfaction vis-à-vis de cette région. Quels sont-ils ? D'abord, une région qui a pris en compte la réalité de l'économie sociale et solidaire, et un président de région qui est attentif à l'action de sa chambre régionale. Je ne peux que m'en féliciter. Et vous avez pour l'ambition de faire de la région Sud la première région de l'ESS. C'est ce que j'ai dit au président Renaud Muselier. Je lui ai dit, on peut être demain la première région ESS de France. Comme je sais qu'il est homme de défi, nous aurons l'occasion de nous revoir pour pouvoir en parler de façon plus précise. Et alors l'ESS est actuellement régie par la loi Hamon de 2014. Comme Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire et à la vie associative, pensez-vous que cette loi doive évoluer et de quelle façon ? La secrétaire d'État que vous venez de citer, Madame Schiappa, a une volonté de revoir la loi. Et comme elle a cette volonté, vous comprenez bien que j'ai bien compris qu'elle avait la volonté de revoir la loi. Elle nous l'a dit, elle me l'a dit. Maintenant, j'aimerais voir un peu comment ça va évoluer concernant les chambres régionales. Et si je dois regarder comment ça va évoluer pour les chambres régionales, je serai très attentif à l'évolution de notre chambre régionale. Alors, comment coûte-t-il au plan présenté par Olivia Grégoire, secrétaire d'État à l'ESS en octobre 2021, qui prévoyait de démocratiser le financement des associations par les Français, simplifier le recours aux titres associatifs et renforcer leur attractivité ? Moi, je vais vous dire, vous citez Olivia Grégoire, j'ai eu de très très bonnes relations de travail avec Olivia Grégoire. Aujourd'hui, elle est au TPE, PME et au tourisme. Je ne fais pas ici de politique, je regarde le travail que fait cette ministre déléguée. Elle fait un gros travail. Pour l'ESS, quand elle était secrétaire d'État en charge de l'économie sociale et solidaire, nous l'avons reçue régulièrement, nous avons eu des échanges réguliers et il y a eu des avancées certaines pour la reconnaissance de l'économie sociale et solidaire. En plus, c'est quelqu'un qui est très très franc, qui vous dit ce qui sera possible de faire et ce qui ne sera pas possible de faire. Je ne doute pas aujourd'hui qu'avec Marlène Schiappa, nous aurons les mêmes relations. Nous avons commencé à les avoir. Alors, c'est vrai que j'avais posé un peu en septembre, j'avais porté un coup de gueule, bénéfique, parce que ça a obligé à ce qu'on se parle, ce qui a été le cas, puisque le préfet de région, nous avons de nombreux échanges. Il est venu à notre salon ESS Sud, la secrétaire d'État, Madame Schiappa, nous avons des échanges. Il est urgent aujourd'hui que la loi de 2014, on la reprenne et qu'on fasse évoluer la question de la reconnaissance des entreprises de l'économie sociale et solidaire et des moyens dont elles doivent disposer, et également des moyens dont doivent disposer les organisations représentatives, tant au plan national qu'au plan régional, que sont les chambres régionales. Oui, votre message a été entendu, mais pas assez, il y a encore beaucoup de travail à faire. Tant mieux, à la limite, tant mieux, parce que 2014, c'est quand même hier. C'est vrai, quand on sait qu'il n'y avait rien, qu'on savait bien qu'il existait des entreprises qui ne fonctionnaient pas tout à fait comme les autres, et qu'on appelait le tiers secteur, ça voulait tout dire et ne rien dire. Si on considère effectivement, parce que nous sommes des gens pressés, mais 2014, c'était quand même hier matin, pour autant, ça veut dire qu'il faut reprendre et remettre sur le métier cette loi et nos travaux et faire évoluer les choses, parce qu'on voit bien qu'il y a des attentes. C'est pas des attentes que des acteurs de l'ESS. On voit bien que dans notre société, la recherche du sens oblige également à ce qu'on regarde ce qui se fait de bien dans l'économie sociale et solidaire. Eh bien, merci beaucoup pour cette interview qui aidera à en savoir un peu plus sur les enjeux de l'économie actuelle. Je mentionne le site de la CRES, crespaca.org, CRES avec 2 S. Merci à vous de m'avoir ouvert votre micro. Depuis toujours, touristes et Marseillais, petits et grands, sont régulièrement séduits par l'histoire que l'on raconte sur le mariage de Gypticé de Protis, un marin originaire de Fossé. Mais si vous venez à la conférence dédicace de Gabriel Chakra, ce 26 janvier, le mythe fondateur de Marseille sera peut-être mis à mal. Bonjour Gabriel. Bonjour. Alors qui êtes-vous Gabriel ? Je suis un journaliste à la retraite, un journaliste honoraire comme on dit. J'ai beaucoup travaillé à Marseille, notamment au Méridional, dont j'étais grand reporter. J'ai commencé ce métier en 1967, c'était une autre époque. Jusqu'en 1997, j'ai été successivement correspondant de 3 journaux parisiens, l'Aurore, le Quotidien de Paris et le Figaro. Et vous êtes aussi un passionné de Marseille et son histoire. Vous avez d'ailleurs écrit plusieurs livres au sujet de la ville, entre autres Le Quai de la Fraternité, Marseille, paru en 2013.
Oui, j'ai toujours été fasciné par les villes. J'ai écrit effectivement sur Toulon, sur Avignon, sur Marseille. Vous venez de faire allusion au quai de la Fraternité. C'est d'autres livres aussi qui ont trait à l'industrie, notamment la réparation navale, etc. Alors dans votre dernier livre paru en août 2022, vous indiquez que les origines de Marseille ne sont pas grecques, mais bel et bien phéniciennes. Cette remise en question historique trouverait ses origines au XIXe siècle sous le règne de Louis-Philippe ? Oui, effectivement, je pense, le livre que je viens de sortir et qui est intitulé Marseille phénicienne, atteste la présence de ce peuple d'Orient à Marseille 200 ans au moins avant la venue supposée des Phocéens vers 600 avant notre ère. On a trouvé effectivement dans les soubassements d'une très ancienne maison aux abords de la vieille Major, pas très loin de la mer, à côté de l'ancien temple de Diane. C'est un maçon en 1845, le monsieur Allègre pour le nommer, qui a découvert cette pierre qui est actuellement exposée au musée de la Vieille Charité, avec une pierre gravée en phénicien, 21 lignes, et qui atteste évidemment la présence d'une communauté sur ce sol. Voilà tout un pan de notre histoire remise en cause. C'est à l'abbé Bargès, professeur d'hébreu, que l'on doit le décryptage des caractères figurant sur la pierre découverte par le maçon. Oui, effectivement. Alors, j'explique tout ça dans le détail, comment Allègre l'a amené chez lui. Ensuite, il l'a montré au conservateur du musée Borelli. Et puis, on a sollicité des linguistes, des savants pour essayer de déchiffrer. Et puis finalement, on a fait appel à l'abbé Bargès, qui est originaire d'Auriol, dans les Bouches-du-Rhône, et qui enseignait l'hébreu à la Sorbonne. Il est venu, et c'est lui qui a déchiffré effectivement les 21 lignes gravées sur cette pierre, qui, encore une fois, est visible au musée de la Vieille Charité. En somme, l'abbé Bargès est notre Champollion ? Oui, on peut dire comme ça, l'abbé Bargès est notre Champollion et le Tarif de Marseille est un peu notre pierre de Rosette aussi. Alors pourquoi le Tarif de Marseille ? Parce que cette pierre gravée était à l'entrée d'un sanctuaire phénicien, donc toujours aux abords de la vieille Major. Et le Tarif, ça veut dire que les fidèles qui allaient prier et qui allaient voir les prêtres, les officiants de ce temple, eh bien, achetaient qui une tourterelle, qui une chèvre, qui un mouton, pour offrir aux officiants. Et c'est pour cela que ça s'appelle le Tarif de Marseille, qui était exposé à l'entrée de ce sanctuaire. Et la datation de cette pierre a été évaluée à 7 siècles avant l'ère chrétienne, donc bien antérieure à l'arrivée des Phocéens. Oui, il faut savoir que les Phéniciens étaient les plus grands navigateurs, les coursiers de la mer. On les a même appelés les Bédouins de la mer. C'était vraiment les plus grands navigateurs de l'Antiquité. Donc l'ancienne Phénicie, ça correspond au Liban actuel. Vous voyez, c'est une bande côtière de 110 km qui va d'Ougarit jusqu'à Akko, Saint-Jean d'Acre, en gros, entre le Liban et Israël. C'était l'ancienne Phénicie. Mais la Méditerranée, c'est 2 500 000 km². De Beyrouth jusqu'à Cadix, c'est 3 800 km. Et ces gens-là naviguaient de manière extraordinaire. Winston Churchill leur rend hommage d'ailleurs. Et ce sont eux qui ont créé Cadix en 1100, qui ont créé Carthage en 814, qui ont créé Ibiza en 675, qui sont allés à Aléria et qui sont venus à Marseille aussi. Alors Marseille n'est pas seulement grecque. Avant la venue des Grecs vers 600 de notre ère, mais d'autres navigateurs les avaient précédés ici. Et c'est ce que je raconte dans mon livre. Alors les sources historiques permettraient donc de localiser la partie phénicienne de la ville dans la partie occidentale de la ville antique ? Oui, alors les Phéniciens, c'était pas des bâtisseurs, ils n'étaient pas des colonisateurs, c'était des commerçants, des intermédiaires. Ils avaient un comptoir sur le Frioul, parce qu'ils s'installaient toujours devant la ville.
sur le Frioul. Ensuite, il venait entre le Frioul et la place de la Joliette. Vous voyez que c'est en interface. Mais c'était autrefois, la Joliette, c'était une crique. La place de la Joliette a été comblée par les gravats quand on a percé la rue de la République. Vous voyez, sous le règne de Napoléon III. Ce sont les gravats qui ont permis, évidemment, de combler cette anse où les Phéniciens venaient amarrer leurs bateaux, leurs navires. Vous voyez, et donc, alors, ils habitaient sur le promontoire. Quand ils prenaient pied, ils allaient du Frioul, ils allaient sur le promontoire de Saint-Jean. Ensuite, ils montaient vers la Tourette, vers les abords de la vieille Major, l'ancien quartier de Saint-Jean qui a été détruit par les Allemands en 1943. En gros, c'est ça. Et c'est sur ce site-là que les Phocéens viendront habiter plus tard. Vous voyez, sur de l'ancien, on a fait du neuf avec les Phocéens. Il faudrait faire plus de place aux Phéniciens dans certains lieux de Marseille. Alors l'histoire de Marseille est donc plutôt liée à la civilisation sémitique ? Oui, seulement la coterie philhellène de Marseille n'a jamais accepté cette version. Vous voyez, il est beaucoup plus prestigieux de se rattacher à une filiation gréco-romaine plutôt qu'à une race sémitique. Vous voyez, et ça, quand la pierre dont on a parlé, le Tarif de Marseille, a été découverte en 1845, ça a suscité une véritable polémique, hein, parce qu'ils se sont bien compris que, ceux qui défendaient la théorie d'une ville grecque, eh bien, ceux-là ont compris le danger. Ils se sont dit, mais s'il y avait une présence phénicienne à Marseille, donc ça chamboulait, si vous voulez, l'historicité de la ville. Donc, ils avaient monté, mais j'explique tout ça dans le détail, il y a eu les polémiques, l'abbé Bargès a été vilipendé, etc. Mais en fait, les origines de Marseille sont plutôt sémitiques que grecques. Et le responsable de la légende du mariage de Gyptis et Protis serait un historien romain, Justin. Oui, alors Justin est un affabulateur. Justin, c'est l'abréviateur de Trogue Pompée. Trogue Pompée était un historien originaire de Vaison-la-Romaine qui a vécu à Rome au 1er siècle après Jésus-Christ, si vous voulez. Et donc, Justin a copié, il a mis à sa propre sauce, si je puis dire, les écrits, les histoires philippiques de Trogue Pompée, et en racontant des histoires invraisemblables, quoi. Hein. C'est quelque chose, mais je raconte tout ça. Lui, il transformait, c'était surtout quelqu'un qui travaillait dans la rhétorique. La rhétorique ne se fonde pas sur le vrai, sur l'authentique, mais sur le vraisemblable. Quelque chose qui a l'apparence du vrai, mais qui n'est pas vrai. C'est ça, Justin. Ce bonimenteur serait donc le premier auteur de fake news. Oui, on peut dire ça comme ça, oui. Bon, mais c'est quelqu'un que vous voulez. Il vit au IIe siècle et il raconte une histoire qui se serait déroulée 800 ans avant. Vous comprenez ? Donc, avec une marge d'erreur considérable. Donc, ça n'a pas l'authenticité historique. Mais je raconte tout ça dans le détail et je pense que le lecteur, vos auditeurs, s'ils acquièrent ce livre-là, comprendront vraiment les véritables origines de cette ville qui est beaucoup plus ancienne que les 2600 ans qu'on lui attribue. On vous écouterait des heures, Gabriel. Quelle doit être la place de cette découverte qui revoit tout un pan de l'histoire de notre ville ? Ne faut-il pas revoir les contenus des musées ? Les musées sont des institutions qui abritent des œuvres d'art, qui abritent des vestiges. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les deux pierres qui ont été découvertes à Marseille en 1845 et à Avignon, une pierre gravée également en phénicien qui avait été découverte dans la Cité des Papes en 1897, figurent au musée de la Vieille Charité.
de là à chambouler évidemment l'ordre des choses. Il n'y a pas que ça d'ailleurs, parce que dans mon livre je parle des édicules. Des édicules, ce sont des niches qui ont été découvertes lors du percement de la rue de la République et qui figurent au musée au musée d'histoire au Centre Bourse. Vous pouvez aller les voir. Il y a 5 rangées d'édicules qui ont été trouvées lors du percement de la rue de la République. Marseille est une matrice très importante de la Méditerranée. Les origines de Marseille sont beaucoup plus anciennes que les 2600 ans qu'on lui attribue. Merci beaucoup pour cette interview, Gabriel. J'espère vraiment que cette conférence dédicace aura tout le succès qu'elle mérite. C'est donc le jeudi 26 janvier à 18h30 à la maison de beauté Carita, au 286 avenue du Prado. La réservation est obligatoire au 04 96 19 53 23. C'est moi qui vous remercie et j'espère que beaucoup de personnes viendront écouter, non pas moi évidemment, mais surtout dans l'intérêt de la connaissance de la ville. Eh bien, espérons-le.